montagne. La marque est une référence, mais quel est son avenir avec la disparition de la neige dans la plupart des stations ski? Notre reporter Philippe Indolbo est sur place et notre expert viendra en plateau avec ses solutions. Puis nous parlerons café en deuxième partie d'émission. Comment changer et adapter les modèles d'affaires de la filière? On en parlera avec deux dirigeants qui font bouger le secteur, Alexandre Bélanger de Belco et Jean-Pierre Blanc de Malongo. Et on terminera l'émission comme toujours avec le journal du climat d'Antoine Poincaré. Son regard tranché, incisif sur l'actu climatique. BFM Climat, on y va. Et on part donc, je vous le disais, à Annecy, chez Arva, l'un des leaders des produits de sécurité en montagne. Sauf que quand la neige est vouée à disparaître à moyen terme, c'est tout un business model qu'il faut transformer. Philippe Indolbo est sur place avec les équipes d'Arva. Aujourd'hui, direction les montagnes. Arva, spécialiste de la sécurité en milieu alpin, est une marque bien connue des amateurs de sports d'hiver. Mais face au double défi de la transition écologique et du réchauffement climatique, l'entreprise doit réinventer ses produits, son marché et puis bien sûr son futur aussi. Décarboner ses équipements, adapter son modèle économique et participer par exemple à des projets régénératifs pour la planète. Voilà les trois défis majeurs d'Arva aujourd'hui et je vous emmène justement au cœur de cette transition. Premier défi pour Arva, décarboner ses produits. Aujourd'hui, les matières premières utilisées représentent 60% des émissions de carbone de l'entreprise. Aluminium, plastique dérivé du pétrole, composants électroniques. Pour l'instant, aucune alternative réellement décarbonée n'existe à grande échelle. Le défi pour Arva est donc colossal. Comment continuer à produire des équipements de sécurité tout en réduisant leur empreinte carbone? C'est justement tout l'enjeu des recherches en cours. On s'est rendu compte en faisant les analyses de cycle de vie des produits, on s'est rendu compte que c'était notamment le traitement de surface qui impactait beaucoup, pas seulement l'aluminium, mais le traitement qu'on appliquait dessus. Donc on est en train de faire des recherches pour trouver des substituts, mais c'est pas évident parce qu'il n'y a pas grand-chose sur le marché, il n'y a pas grand-chose de mieux que l'aluminium à ce jour. Pour les pelles, l'autre difficulté qu'on a, c'est aussi d'essayer de trouver des produits producteurs d'aluminium qui soient un peu plus vertueux, qui auraient une intensité carbone plus faible. Aujourd'hui, l'aluminium est fabriqué en Pologne. Passer sur des produits comme la Norvège ou la France demande tout un travail sur l'approvisionnement, sur la chaîne de supply qui n'est pas toujours évident à mettre en place, ça prend du temps, mais c'est des choses qu'on envisage. Bonjour Patrick Giraudon. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis chez vous, enfin dans votre entreprise, sur le terrain, à Annecy. Vous êtes le patron d'Arva et vous nous avez rejoint ici à Paris, il y a moins de montagnes, mais enfin on est là en tout cas pour vous aider. C'est Maximilien Rouet de Mazars qui va s'en charger aujourd'hui. Bonjour Maximilien. Bonjour Thomas. On rentre dans le vif du sujet. Comment est-ce que vous pouvez aider Patrick Giraudon à décarboner sa produit? Il veut décarboner, il veut avancer, mais il a du mal. C'est quoi vos solutions? Les solutions, on les connaît en fait, et même vous les connaissez. La Norvège, la France aujourd'hui ont des capacités de production d'aluminium décarboné. Qu'on soit très concret, Aluminium Dunkerque qui est le premier producteur d'aluminium en France, c'est en moyenne 4 fois moins d'émissions de CO2 par tonne d'aluminium que la moyenne mondiale. Par exemple, effectivement, comme disait votre équipe, ça veut dire revoir la supply, mais ça existe. Ou sinon, il l'a dit aussi, c'est en Norvège, c'est Hydro, leader mondial de l'aluminium décarboné. Alors pourquoi? Tout simplement parce que l'énergie en France, elle est nucléaire, donc décarbonée, et en Norvège, elle est hydro, comme le nom de la marque, elle est hydraulique. Et donc, c'est pas en brûlant du charbon qu'on va produire l'aluminium, alors qu'effectivement, en Pologne, c'est souvent en brûlant du charbon qu'on produit l'aluminium. Et du coup, vous avez déjà les clés, vous les connaissez. Ouais, mais alors Patrick Giraudon, pardon, le sujet c'est quoi? C'est le coût, c'est le prix? C'est plus cher d'aller se sourcer en France ou en Norvège? La difficulté, c'est qu'on est dans des marchés de niche. Aujourd'hui, on doit vendre peut-être, pas un grand secret, 40 000 pelles. 40 000 pelles, c'est peut-être 10 tonnes d'aluminium par an, pas plus. Donc il faut que ces grandes structures acceptent de nous fournir. Pour eux, c'est limite de l'échantillonnage. Donc aujourd'hui, pour eux, c'est de la promotion commerciale pour dire on fournit Arva, qui est une marque internationale. Une belle marque. Mais c'est complexe parce qu'on est une petite société. Même si on va dans 35 pays dans le monde, on fabrique en France, on reste une petite boîte. Bon, Aluminium Dunkerque, vous nous regardez. Là, pour le coup, vous avez le choix. Il faut équiper Arva. Ils veulent faire. Il faut que vous leur ouvriez leurs portes. Merci. On retourne sur une place avec Philippine, parce qu'évidemment, là, on a parlé de décarbonation, mais le gros sujet pour vous, c'est de vous adapter au changement climatique. Deuxième défi, réinventer son modèle économique. Arva doit non seulement s'adapter à un futur sans neige, mais aussi travailler sur la durabilité de ses produits. Et ça passe par le développement de solutions de recyclage, la conception de produits plus robustes et réparables, et par une réflexion sur son modèle serviciel. Réparer, réutiliser, voilà autant d'axes pour transformer son business model et répondre bien sûr aux nouvelles attentes des consommateurs, tout en réduisant bien sûr aussi son impact environnemental. On a souhaité étendre la durée de vie
des produits. Donc c'est aussi un peu l'essence même de notre métier, c'est d'essayer de faire les produits les plus durables possibles. La problématique qu'on a, c'est que, je fais souvent l'analogie, on ne fait pas des télécommandes de télévision, on ne peut pas se permettre que le produit tombe en panne au moment critique où on doit aller sauver son copain sous l'avalanche. Donc on ne peut pas non plus étendre la durée de vie trop longtemps, on a certaines contraintes techniques, mais on a quand même pu augmenter la réparation à 10 ans et la durée de révision à 15 ans. Bon, Maximilien, on a déjà parlé de ce sujet, d'ailleurs, d'augmenter la durée de vie des produits. Évidemment, c'est un levier de décarbonation, on produit moins, on émet moins. Mais la question fondamentale, et je vais vous la poser aussi, évidemment, c'est la durée de vie de l'entreprise Arva tout court. C'est quoi l'avenir d'Arva dans 20 ans? Alors, s'il n'y a plus de neige? 2 éléments de réponse. Le premier élément de réponse, effectivement, Thomas, vous avez raison. En France, selon les départements, on a moins 30 à moins 90% de journées d'enneigement depuis 1958. Donc là, c'est du concret. Et si on continue les courbes, on peut s'inquiéter. Et en fait, non, parce que quand vous êtes Arva, vous êtes un acteur de l'urgence. Vous sauvez des vies dans l'urgence. Et dans un monde qui brûle, le monde dans lequel on va, il y a fort à parier qu'on ait besoin de beaucoup d'urgence, donc de pas mal d'Arva. Patrick Jourdon, est-ce que vous avez intégré ça? Est-ce que vous êtes en train de faire la bascule de votre entreprise? Oui, il y a effectivement des éléments de réponse. Le premier, je suis tout à fait d'accord avec vous, on va vers un monde qui va être extrême. Beaucoup de neige, d'un coup beaucoup de réchauffement, beaucoup de risques, donc peut-être malheureusement beaucoup d'accidents. Nos produits seront là pour être le dernier rempart. Le deuxième élément de réponse, c'est qu'on cherche demain à sortir de l'avalanche. On essaie de racheter des startups, d'essayer des technologies pour demain que ce soit de la recherche annualisée de personnes et pas seulement des avalanches. D'accord. Et la troisième chose, c'est qu'on a bien sûr conscience de ça déjà depuis 15 ans. Et le groupe, aujourd'hui, on réalise 50% de notre CA l'été sur des marques qu'on importe et 50% l'hiver sur la marque Arva. Donc on est en train de chercher des croissances externes pour que le groupe bascule à 80% sur l'été. D'accord. Ah oui, donc vous avez déjà quand même diversifié Tout à fait. votre business. Vous êtes à 50-50 déjà été-hiver. Exactement. Mais donc au fond, finalement, votre business, au-delà de l'avalanche, au-delà de la neige, c'est la mise en sécurité des personnes. C'est ça, en fait, l'avenir d'Arva. Exactement. L'avenir d'Arva, il est là. C'est demain de développer des systèmes de mise en sécurité de personnes ou de détection de personnes quand elles seront dans une situation, malheureusement, où elles auront besoin de secours. Et pour toutes les pratiques sportives? J'imagine pour tout l'outdoor, Ou au-delà, imaginons Valence, imaginons Los Angeles. Ouais, c'est vrai, pas que le sport. Voilà, on a des gens qui sont en situation de crise, en situation d'urgence. Okay. Le téléphone, il tombe en rade au bout de 24 heures. Arva, ça tient 3 mois. Ouais, voilà. L'objectif, c'est ça. Donc on a une capacité. Donc malheureusement, avec le climat qui s'annonce, il y a un boulevard devant vous quand même. Exactement. Juste faire pivoter la boîte. On va parler d'un dernier point, on va retourner une dernière fois sur le terrain avec Philippine pour parler d'économie régénérative. Troisième défi pour Arva, investir dans des projets régénératifs. Produire des équipements de sécurité implique forcément d'extraire des ressources. Aujourd'hui, le modèle est extractif, mais l'entreprise veut aller encore plus loin en finançant des projets qui compensent justement cet impact. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas encore quel projet soutenir, ni comment vraiment les intégrer à son développement. Alors, comment transformer justement une industrie basée sur l'extraction en un modèle plus vertueux? C'est l'une des questions majeures pour Arva. Notre objectif, c'est régénérer les territoires, trouver des projets à impact pour investir en direct sur des projets à impact. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça nous a permis aussi de faire un bon onboarding de toute la société parce qu'on a fait un appel à projet interne et on a dit qui est intéressé pour travailler pour cette fondation. Et on a eu le plaisir de voir que quasiment 40% de la boîte a levé la main pour faire partie soit d'un comité de pilotage pour sectionner les projets, soit du conseil d'administration pour voter définitivement les sommes allouées. Notre objectif demain, vu qu'on n'a pas une entreprise qui est directement liée au vivant, c'est d'avoir des projets régénératifs pour agir immédiatement. Parce que je suis père de 2 enfants en bas âge et j'ai pas envie qu'ils se souviennent de moi seulement d'avoir réussi dans une société qui sauve la vie des gens par les produits, mais je veux qu'on engage notre structure dans la mission de régénérer ce qu'on détruit par notre activité économique. Alors Maximilien, c'est très intéressant, je trouve, ce que dit Patrick. Il veut se lancer dans le régénératif, mais il ne sait pas concrètement sur quel projet avancer. Oui, quel conseil vous avez? Déjà, premier élément, je salue l'initiative de Patrick, qui n'est pas si commune, même s'il y a un raz-de-marée qu'on commence à mesurer par les patrons visionnaires et responsables. Merci.
Merci Patrick. Déjà, régénératif, ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer à positiver son impact sur les questions de carbone, sur les questions de biodiversité, d'énergie, de ressources, d'eau. Et ça veut dire quoi positiver? Ça veut dire que pour chaque Arva vendu, pour chaque pelle vendue, pour chaque sac à dos airbag vendu, finalement on pourrait se dire, ok, ça va permettre de stocker tant de kilos de CO2, ça va permettre de restaurer tant d'espèces vivantes, ça va permettre de produire, de dépolluer l'air, de dépolluer le sol. Ça devient très concret. C'est pas conceptuel, régénératif. On est concrètement dans des KPI, comme on dit, dans des indicateurs de mesures environnementales qui vont objectiver la contribution nette positive régénérative du groupe Arva à travers ses produits et à travers les projets qu'il va pouvoir monter grâce à ces produits. Parce qu'on l'a vu, effectivement, la limite, entre guillemets, d'Arva, c'est que c'est pas directement lié à la plante, lié au vivant. Voilà, donc c'est très mécanique, c'est très froid, c'est de l'aluminium, du plastique. Ça sauve des vies, c'est indispensable, mais c'est de l'aluminium et du plastique. Et donc, l'astuce que vous avez inventée, c'est de dire, je vais faire une fondation pour créer des projets à côté de moi. Et il y a aussi une possibilité qu'on fait par ailleurs, qui est de mettre en place sur les sites industriels des projets de régénération. Voilà. Donc, c'est-à-dire, vous avez un site, vous produisez, mais vous avez un parking, vous avez une toiture, vous avez une façade. Et là-dessus, on peut équiper avec des solutions basées sur le vivant pour que là aussi, on raconte une histoire. Patrick Giraudon? Vous produisez dans le Jura, si je ne dis pas de bêtises. Alors, oui, donc ça pourrait être là, du coup, que vous mettez en place ce type de projet. Effectivement, les DVA sont développés à Annecy-Grenoble, injectés dans le Jura, assemblés dans les Vosges. Les sacs airbags en France, vallée de l'Arve autour d'Annecy. Avant, on achetait on compensait notre carbone. Et on pensait que c'était une bonne idée avant la CEC d'aller acheter du crédit carbone à une société qui est utilisée dans le milieu du sport. On achetait des tonnes de carbone entre 20 et 100 euros, mais sur des projets très éloignés. L'objectif de la fondation, c'est d'être très concret, justement, d'avoir des KPI, d'onboarder les équipes et de regarder où on met notre argent et où est-ce qu'on peut avoir un impact positif sur demain. Bon, et on va suivre tout ça de très près. Merci à tous les deux. C'était extrêmement concret, hyper intéressant. Patrick Giraudon, PDG d'Arva, et Maximilien Rouet chez Mazars. Merci à tous les deux. On a parlé de montagne dans ce Face au climat. Maintenant, on va parler de café. On change de territoire. Comment adapter la filière du café au changement climatique? Que faut-il changer au modèle